Allez, vas-y, c'est à toi. Redis ce que nous avons répété toute cet après-midi. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Mhm. Je s'appelle Groot. Non, 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 c'est pas ce que l'on a fait tout cet après-midi. Cet après-midi, nous devons parler de galaxies, de système solaire, de soleil. Et tu es un gardien de la galaxie. Alors, où est-ce que tout cela se passe? Nous sommes où ici? Dans quel studio? Recommence. Je s'appelle Groot. Hmm? Je s'appelle Groot. Voilà. Je s'appelle DigiGroot. Oui, c'est bien ça, nous sommes bien à DigiSchool. Et toute l'équipe ici présente, nous sommes très heureux de vous retrouver. D'abord pour vous souhaiter une bonne année, pleine de succès scolaire bien évidemment, et être en bonne santé of course. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous avons un live exceptionnel sur la galaxie, l'univers, le système solaire. Et c'est pour ça que nous avons notre ami ici, Groot, avec nous, ainsi que tous ceux qui bossent dans ce studio, qui sont derrière ces murs et qui bossent pour vous. Oui, vous êtes dans le seul live de France en cours de SVT, d'histoire géo, de maths. C'est pour ça que nous sommes ici, pour vous aider à avoir vos examens. Alors, c'est le moment de sortir vos portables, de Facebooker, de WhatsApper, de tweeter, bref, de réveiller toute la galaxie et de leur dire de venir ici pour suivre ce petit live qui va vous aider. Nous en sommes certains, toute la team ici, pour obtenir ce brevet des collèges qui s'approche petit à petit, mais quand même pas à la vitesse de la lumière, mais pas loin. Alors, est-ce que vous êtes tous derrière maintenant votre écran? Est-ce que vous avez bien dit à vos potes que ça se passe ici et maintenant, dans les studios de DigiSchool, avec tous ceux qui ont bossé pour vous durant tout ce temps-là? D'ailleurs, nous en profitons pour vous remercier pour tous les messages que vous nous laissez. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous avez des petits commentaires sympathiques à faire. Ça nous encourage et nous sommes heureux de voir qu'on peut associer un petit peu d'humour à un savoir scientifique. Et c'est justement ce savoir scientifique que nous allons voir là tout de suite maintenant. Cette partie-là du cours, vous ne la connaissez peut-être pas très bien, et pourtant elle a tout de même son importance. La galaxie, l'univers, le système solaire, la Terre, c'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, pour mieux comprendre, pour mieux situer tout ce dont nous allons parler, il faut avoir en tête un certain nombre de choses. Vous avez ici une petite frise très sympa qui récapitule tout ça. Je m'explique. Pour comprendre ce qui se passe dans l'univers et plus particulièrement dans notre système solaire, sur la Terre, dans votre chambre dans laquelle vous êtes là cet après-midi en train de nous regarder, eh bien, il faut avoir en tête quelques petits chiffres. L'univers, ça date de 14 milliards d'années. Alors avant cela, qu'y avait-il? Avant ce fameux Big Bang, qu'y avait-il? Rien. Difficile à imaginer le rien, et pourtant, c'est ce qu'il y avait avant tout ceci. 14 milliards d'années, c'est la création de tout l'univers. Notre planète, notre Terre, à quel moment s'est-elle formée? Elle s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, giga-années. Et oui, vous êtes sur une planète qui a cet âge-là. La vie n'est apparue que plus tard, il y a 3,5 milliards d'années, 3,5 giga-années avec les bactéries. Nous aurons l'occasion, dans 15 jours, le mercredi 31 janvier à la même heure, de faire un live justement sur l'évolution de la vie. Évolution qui est partie d'une simple bactérie jusqu'à vous. Là, derrière votre écran, c'est vous qui êtes au bout de l'échelle de l'évolution entre cette bactérie-là et les êtres humains que nous sommes. Et puis, nous nous intéresserons justement dans 15 jours, le 31 janvier, à ces 550 derniers millions d'années durant lesquelles se sont produits des événements qui ont conduit les poissons jusque à l'homme. Alors, nous n'en sommes pas là, nous verrons ensemble
cette merveilleuse histoire de l'évolution qui est passée de l'eau au terrestre et dans les airs. Ça, c'est dans 15 jours. Et pour aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à uniquement notre planète et les planètes qui sont également autour, puisque vous le savez, nous ne sommes pas tout seuls. Reprenons du début. Nous sommes dans une galaxie. Alors c'est quoi une galaxie? C'est un ensemble énorme de planètes, de soleils, d'étoiles. La nôtre, elle s'appelle la Voie lactée suite à une légende qui attribuerait cette Voie lactée à du lait qui serait sorti d'une déesse. Alors où sommes-nous? Voilà à quoi ressemble la Voie lactée. Ce que vous avez à l'écran n'est pas une photographie, c'est une représentation, c'est un schéma. Pourquoi? Parce que tout comme pour se prendre en photo, en selfie, il faut bien avoir le bras et donc l'appareil photo en dehors de son corps, pour prendre en photo cette Voie lactée, il faudrait évidemment être en dehors de cette galaxie. Oh, vous allez me dire, il n'y a qu'à aller en dehors de cette galaxie. Pas si simple. Et c'est là qu'on va prendre conscience d'une notion d'échelle. Échelle gigantesque. Et vous allez voir que par exemple les films comme Star Wars nous font rêver, oui certes, je suis ton père, mais ne correspondent pas à une réalité scientifique. Prenons simplement cet exemple. La Voie lactée, quelle est sa taille? Vous l'avez ici sur le document. Le diamètre de la Voie lactée dans laquelle nous sommes, c'est 100 000 années-lumière. S'il fallait que Groot monte dans son vaisseau spatial, qui irait donc à la vitesse de la lumière, nous parlons bien de la vitesse de la lumière. Quelle est la vitesse de la lumière? Je vous écoute? Oui, c'est ça. 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Imaginez. Eh bien, si je pouvais monter dans le vaisseau de Groot et parcourir cette distance-là, il faudrait que je reste donc dans mon vaisseau spatial à la vitesse de la lumière durant, restez bien assis, 100 000 ans. Inutile de vous dire que ce n'est pas avec nos fusées qui vont aux alentours de 40 000 km par heure que nous pouvons évidemment parcourir ces distances. Oui, vous avez bien entendu, si vous vouliez parcourir l'intégralité, le diamètre de cette galaxie, il faudrait rester dans notre vaisseau spatial pendant 100 000 ans. Alors évidemment, ce sont des distances que l'on ne sait pas parcourir. Où sommes-nous dans cette galaxie? C'est le petit point jaune là. Et cette galaxie, elle tourne. Ça tourne, on a du mal à imaginer que des milliards d'étoiles, des milliards de planètes tournent autour de cet axe-là. Ce que vous voyez là au centre, ça n'est pas une étoile. Ce sont des milliards d'étoiles, un seul chiffre. On considère grosso modo qu'il y aurait dans la Voie lactée plusieurs centaines de milliards d'étoiles et donc de planètes. Combien de galaxies dans l'univers? 10 milliards de galaxies, aussi énormes que celles que je viens de vous présenter. Alors à quoi ça ressemble réellement? Vous avez ici une très belle photo fournie gratuitement par la NASA qui est une galaxie, la galaxie du sombrero, et qui est exactement du même type que la nôtre. Il faut bien comprendre que ce que vous avez là à plat, c'est la même chose que ça. Ça c'est vu de dessus, et puis là c'est vu de profil en quelque sorte. Voilà une véritable galaxie photographiée. Alors celle-ci est évidemment loin, puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de parler de distance exprimée en années-lumière. Je résume, grosso modo, dans notre galaxie, dans la Voie lactée, 400 à 500 milliards d'étoiles, de soleils. Environ 10 milliards de galaxies dans l'univers. Alors certains d'entre vous sont peut-être en train de dire « Oh, mais les chiffres varient ». C'est vrai, si vous faites une petite recherche sur Internet, il est difficile de se mettre d'accord sur un chiffre qui est basé sur quoi? Sur des statistiques, une approche mathématique, physique du phénomène. Donc il est clair que les chiffres que l'on vous donne aujourd'hui sont amenés à varier durant les années à venir.
voyez que ici j'ai pris un chiffre moyen, 200 milliards d'étoiles dans une galaxie. Vous trouverez des chiffres beaucoup plus importants sur Internet. Certains parlent de 800 milliards. En tout cas, cela vous donne une idée de la quantité, du nombre d'étoiles qu'il y a dans une seule galaxie. Alors on a pris ce chiffre moyen médian. Une étoile, c'est quoi? Alors, nous sommes bien d'accord que notre étoile à nous, c'est le Soleil. Une étoile, c'est quelque chose, une espèce de boule, de sphère, de très grande taille, qui a la particularité d'avoir un phénomène que l'on appelle la fusion nucléaire. Attention, ne confondez pas ce qui se passe avec ce qui se passe dans une centrale nucléaire que l'on appelle la fission nucléaire. La fission nucléaire, comme le nom l'indique, fissurer, fission, c'est lorsqu'un noyau se casse. Les noyaux d'uranium qu'il y a dans une centrale nucléaire se cassent et en se cassant, ils libèrent de l'énergie et cette énergie sert à chauffer de l'eau qui font tourner des turbines et qui font cette électricité, en France en tout cas, dont nous bénéficions tous les jours. Là, il s'agit de fusion nucléaire, c'est-à-dire ce sont des noyaux qui vont fusionner et en fusionnant créent ces espèces de flammes. Attention, ce ne sont pas des flammes parce que des flammes, c'est une combustion. Or ici, nous n'avons pas à faire une combustion. Si on commence un petit peu à résumer là où nous en sommes, j'espère que vous suivez toujours, ce qu'il y a dans l'univers, il y a donc des galaxies. Ces galaxies sont faites d'étoiles, de soleils, ainsi que de planètes, sur lesquelles on va évidemment revenir tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet univers? Il y a des comètes. Ah, les comètes, c'est quoi? Ça ressemble déjà à ça. Ne confondez pas avec des étoiles filantes. Les étoiles filantes, on le verra, sont des météorites. Alors que les comètes ne sont pas tout à fait de la même nature. Il y en a une que vos parents connaissent. Vous êtes probablement trop jeune, mais je sais qu'il y a des parents qui regardent ce live. J'en profite pour faire un coucou au fan club de 3e A et 3e C de mon établissement d'ailleurs, qui sont fans de ces phénomènes-là. Et vos parents, vous pourrez leur dire, ça vous permettra de passer pour quelqu'un, un élève qui a bien suivi ses cours, au repas du dimanche à midi. Parlez-leur donc de la comète de Halley. Vos parents connaissent cette comète qui en 1986, oui, vos parents avaient à peu près une petite vingtaine d'années, est passée tout près de la Terre et a donc pu être photographiée. Oui, je sais que ça fait plaisir aux parents qui sont derrière cet écran. Ils se disent, ah oui, je me souviens, I remember. Yes, 1986. Ben voilà, grosso modo, les photographies que l'on a pu obtenir à ce moment-là. Bon, c'était pas d'une grande qualité, mais c'était, rappelez-vous, il y a 30 ans. Et ça ne rajeunit pas tout le monde. Alors, cette comète, ces comètes, parce qu'il y a de nombreuses comètes qui se baladent dans l'espace, il y en a une beaucoup plus récente, dont vous avez entendu parler. Il s'agit de la comète Chury. En voici son portrait. Bam, boum, boum. Ce truc, on en a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont réussi un exploit, notamment les scientifiques européens. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, si on pouvait aller sur cette comète, y poser une espèce de petite sonde pour mieux savoir de quoi une comète est faite. Pour faire simple, une comète, c'est quoi? C'est de la roche et de la glace. C'est la raison pour laquelle on a longtemps pensé que l'eau, les océans, les mers qui sont sur notre Terre provenaient des comètes. Or, il semble que ce soit faux, puisque toute cette eau qu'il y a sur notre planète viendrait des météorites. Et oui. Donc, une comète, c'est de la roche plus de la glace. Voilà la comète Chury. Alors, qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Ils ont voulu envoyer un petit robot sur cette comète. Ce robot est parti il y a 10 ans. Imaginez, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à tous ces métiers qui justement tournent autour de la physique, de l'envoi de vaisseaux spatiaux, etc., ça a dû être une aventure absolument extraordinaire de se dire dans 10 ans, je poserai un petit module sur une comète. Il a fallu l'envoyer 10 ans plus tôt et ça a été un succès. Alors, pour vous donner une petite idée de la taille de ce truc-là, ça paraissait assez gigantesque peut-être sur la photographie que je viens de vous montrer,
Mais regardez, si on pose, attention, ça c'est pas une photographie, ça n'arrivera jamais, fort heureusement pour les Parisiens qui nous regardent aussi, si on pose Tchouri sur Paris, eh bien on a à peu près la distance Arc de Triomphe, le Louvre, c'est-à-dire un petit peu plus de 4 km. Ça paraît gros, mais c'est un grain de sable dans l'univers. Alors il vaut mieux qu'il reste là, quelque part dans l'espace, plutôt qu'il atterrisse évidemment sur Paris, nous sommes bien d'accord. Est-ce que you have any questions, some questions à ce stade du live? Si vous en avez, c'est maintenant. Et si vous n'en avez pas, c'est le moment de sortir vos portables parce que nous sommes encore au début de ce live. Il y a sûrement certains de vos camarades qui se morfondent chez eux en se disant « mais je n'ai rien compris à cette partie-là du cours ». Moi, j'ai pourquoi Pluton n'est plus considéré comme une planète. Un Digino te demande mais pourquoi Pluton n'est plus considéré comme une planète? Je vous donnerai tout à l'heure la liste des planètes du système solaire. Alors la réponse est politique. Savez-vous que l'on a attribué le terme de planète à Pluton pour faire plaisir aux Américains? En effet, Pluton était la seule planète qu'ils ont découverte. Et donc, pour faire plaisir à la communauté scientifique américaine, nos amis américains, on leur a dit « Ok, you find one, vous en avez trouvé une, eh ben c'est Pluton, on en fait une planète. » Et puis le temps est passé. Et puis on s'est rendu compte que cette planète était minuscule. Et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas sur le même plan de rotation que les autres. Et on s'est rendu compte que sa révolution était telle que ça ne pouvait pas en faire une planète. D'ailleurs, savez-vous que Pluton est plus petit que de nombreux satellites qui tournent autour d'autres planètes? Alors, il y a quelques années, on a donc dégradé Pluton et on en a fait autre chose qu'une planète. Notre système solaire est alors passé de 9 planètes à 8 planètes. Ainsi vont les sciences. Faut-il connaître la distance Terre-Soleil pour l'examen? Alors on nous demande s'il faut connaître la distance Terre-Soleil pour l'examen. Non. La Terre, la distance Terre-Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. Ça n'est pas à connaître. Si on en revient un petit peu à l'examen, qu'est-ce que l'on pourrait vous demander à ce sujet? On pourrait vous donner un certain nombre de documents pour vous amener à réfléchir sur l'apparition de la vie sur les planètes. Donc pas de panique, n'oubliez pas, on vous en reparlera d'ici la fin de l'année. Il y aura d'autres lives et notamment des lives spéciaux questions-réponses. N'oubliez pas que votre diplôme national du brevet, le fameux brevet des collèges, en SVT s'articule autour de documents. Donc, no panique, pas de panique, vous n'aurez pas de questions, on va dire, brutes de décoffrage où vous aurez à dérouler par cœur un certain nombre de choses. À quoi sert le Soleil pour la Terre? Question, à quoi sert le Soleil pour la Terre? Un diginote se pose cette question. Bah, regardez, déjà, ça nous permet de nous bronzer l'été. On est bien content quand on fait nos barbecues, nos saucisses, etc. et boire un petit canon bien frais. Bon. Mais, trêve de plaisanterie, vous verrez, ceux qui sont en seconde d'ailleurs, derrière cet écran, le savent, eh bien, là, le réchauffement qui est provoqué par le Soleil, ce qu'on appelle l'effet de serre, attention, là je parle bien de l'effet de serre naturel, qui est provoqué justement par les rayonnements du Soleil, qui réchauffe le sol. Ce sol renvoie des rayons infrarouges qui sont en partie retenus par les gaz à effet de serre et permettent justement à la Terre d'avoir une température de l'ordre de 14 degrés et qui a permis l'apparition de la vie. Donc c'est bon pour la vie en ce qui concerne la température, c'est bon évidemment pour l'alternance jour-nuit. Il y en a parmi vous derrière cet écran qui ont un petit peu déprimé ces derniers jours. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de soleil. Et le soleil, c'est bon pour notre corps et il produit un certain nombre d'hormones, de neurotransmetteurs qui nous donnent en joie. Donc le soleil est indispensable pour la vie sur notre planète. Ensuite, il y en a un qui dit « Je me demandais s'il y a plusieurs voies lactées dans l'univers ou alors nous n'avons pas des connaissances de toutes les planètes dans l'univers. » Alors certains se demandent s'il y a plusieurs voies lactées dans l'univers et évidemment nous n'avons pas les connaissances absolues sur cet univers. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs milliards de galaxies comme notre voie lactée dans l'univers. Alors je sens poindre une question, la vie existe-t-elle dans l'univers? Scoop de DigiSchool, oui.
les mathématiciens ont même évalué que la vie existerait dans 60% des planètes. Attention! Ne vous retournez pas dans votre chambre, un martien ne va pas débouler tout de suite. Non, on est en train de parler de vie. Et vous verrez dans 15 jours, dans le live du 31 janvier, que la vie, ça va d'une bactérie microscopique jusqu'à des êtres évolués tels que vous, derrière votre écran. Et quel est le pourcentage de planètes qui habiteraient des êtres extraterrestres avec des bras, une tête, des jambes, etc. Mystère et boule de gomme. Plus de questions. Vous avez contacté tous vos copains. Ils vont pouvoir suivre la suite de ce live sur une partie qui n'est pas évidente. Je reprends mon histoire de Tchouri, cette comète. Parce que c'est un exploit qui s'est produit. Vous avez ici la fameuse sonde dont je vous parlais qui a été envoyée sur Tchouri. Et oui, l'être humain, les Européens notamment, ont réussi à poser ce petit module sur Tchouri. Imaginez les calculs de trajectoire pour que 10 ans plus tard, on arrive à poser ce petit module sur une comète. Ça n'est pas de la science-fiction, ça c'est la réalité. Alors ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, puisqu'il a rebondi plutôt que d'être harponné au sol. Les harpons n'ont pas très bien fonctionné, mais ils sont quand même parvenus à récupérer des données qui vont être exploitées pendant des dizaines d'années, parce que les données que l'on obtient concernant la température, par exemple, ou la nature du sol est très importante. Regardez, simplement une petite parenthèse, une petite anecdote. Lorsque cette sonde qui était censée s'accrocher à un endroit précis a rebondi à cause de l'attraction, rappelez-vous, hein, l'attraction d'une planète est liée à sa masse. Tchouri, c'est un petit grain de sable, c'est une faible attraction. Donc ce petit module, il a rebondi à cause de l'attraction qui n'était pas assez forte. Et il s'est retrouvé ici, là, coincé. Vous le voyez peut-être à l'image ici, un peu à l'envers, comme ça, dans un coin plutôt sombre de la comète. Et ça a permis tout de même de réaliser tout un tas d'expériences, même si les forages n'ont pas pu être réalisés. Bref, malgré ce petit incident, l'expérience, la mission a été un vrai succès international. Et il n'est pas à douter que dans les semaines, les mois qui passeront, vous entendrez parler de Tchouri et des résultats qui ont été obtenus. Les planètes, les étoiles, les comètes et les météorites. Ça, c'est une photographie de météorites qui a été prise plutôt récemment. C'est-à-dire, ce sont ces fameuses étoiles filantes qui, lorsque la nuit tombe, chacun scrute le ciel la nuit en espérant voir une étoile filante et faire un vœu. Et oui, c'est la partie romantique du live de DigiSchool cet après-midi. Eh bien, c'est quoi ces météorites? Qui laissent traîner tout au long de leur descente en direction de la Terre. Eh bien, ce sont des bouts de roches qui viennent de l'espace, qui viennent d'autres planètes. Oui, vous avez bien entendu, une météorite est un bout d'une autre planète. Ça tombe régulièrement. La preuve, il y a 50 000 ans, un bloc comme celui-ci, une météorite, est tombé dans l'Arizona en laissant un cratère, le cratère Météore, qui est d'ailleurs régulièrement visité, observé par les touristes. Ça a l'air impressionnant comme ça, à peu près un petit kilomètre de diamètre. Cette météorite faisait à peu près une petite centaine de mètres de diamètre. N'oubliez jamais que le trou est toujours plus grand que la taille de l'objet. C'est comme lorsque vous jetez un caillou dans le sable. Le trou que vous ferez dans ce sable sera plus gros que le caillou. C'est exactement ce qui s'est passé là. Alors c'était il y a longtemps déjà, 50 000 ans bien sûr, mais vous savez qu'il y a plus longtemps, il y a 65 millions d'années, une météorite d'un diamètre de 10 km est venue percuter la Terre au niveau du golfe du Mexique. Si ça n'était pas arrivé, vous et nous ici, nous ne serions pas là. Pourquoi? Parce que c'est le choc, c'est cette météorite qui a fait disparaître les dinosaures. Ces dinosaures gigantesques dont nous reparlerons le mercredi 31 janvier, qui dominaient la Terre, qui dominaient les mers, ainsi que les airs.
eh bien leur gigantisme les a condamnés, parce que comme vous le savez, c'est bien d'être grand et fort, mais quand il n'y a plus rien à manger, eh bien ce sont les premières bêtes à disparaître. Et ça a été le cas. Malheur à elles, bonheur à nous, puisque c'est grâce à leur disparition que les mammifères ont pu alors se développer. Nous sommes, vous êtes des mammifères. Et nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu cet incident absolument énorme, catastrophique. Et c'est grâce à la chute de cette météorite que notre vie, que d'autres espèces dont nous avons pu ensuite nous développer. Vous voyez que si nous sommes dans ce studio, vous derrière vos écrans, sur Internet, etc., c'est une succession de concours de circonstances absolument incroyables. Et c'est ce qui fait que la vie est sûrement, en tout cas à ce stade de notre évolution, assez précieuse et probablement très rare dans l'univers. Qu'y a-t-il d'autre dans cet univers parfois inquiétant? Eh bien, il y a les trous noirs. On commence à savoir pas mal de choses sur les trous noirs. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, pas mal d'élèves qui s'intéressent beaucoup à ces phénomènes, et vous avez raison parce que c'est passionnant. En voici un trou noir. Ça, c'est une photographie. On donne au trou noir des espèces de sigles, de noms, de chiffres. Ici, il s'appelle le NGC 1277. Ne vous inquiétez pas, ce trou noir est déjà à quelques années-lumière de nous. C'est-à-dire très loin. Je vous rappelle qu'il est grosso modo à 3-4 années-lumière de notre planète, ce qui veut dire, je le répète, que si on voulait aller dans ce trou noir, il faudrait rester dans le vaisseau spatial de Groot durant 4 ans à la vitesse de la lumière. Quand je vous disais que lorsqu'on regarde un film de Star Wars et qu'on voit ces vaisseaux spatiaux disparaître, apparaître au bout de 30 secondes et qu'on a l'impression qu'ils sont passés dans une autre galaxie, c'est totalement faux. Rappelez-vous, pour franchir uniquement notre galaxie à nous, le passage du film entre le moment où le vaisseau part et le moment où il arrive durerait 100 000 ans. Donc quand on imagine ces vaisseaux spatiaux parcourir l'univers en quelques secondes, ceci ne correspond pas du tout à la réalité, mais c'est du cinéma. Ce trou noir, eh ben il est noir. Et pourquoi il est noir? Alors, pourquoi il est noir? Il est noir parce c'est un aspirateur énorme, ultra puissant, si puissant que non seulement il gobe, j'ai mis bien hein, ça, gobe les soleils, les étoiles, les planètes, oui, et même la lumière. La lumière est aspirée. Aspirée, si bien que malgré sa vitesse, vous avez du mal à imaginer ça, qu'on puisse aspirer de la lumière. N'oubliez jamais que la lumière, ce sont des particules, ce sont des photons. On peut aspirer la lumière, eh bien c'est la raison pour laquelle, plus de lumière, c'est noir. La taille de ce truc-là. Le petit point là qui est au centre de l'écran, c'est l'orbite terrestre. Et le petit cercle que vous avez ici, c'est le diamètre du système solaire dont on va parler. C'est-à-dire là, au moment où nous, dans ce studio à DigiSchool, nous vous faisons ce live, en ce moment même, dans plusieurs endroits de l'univers, des planètes, des étoiles sont gobées, sont absorbées par les trous noirs. Et oui, nous sommes dans un univers qui est en perpétuel mouvement, transformation, même si on n'en a pas toujours l'impression. Les planètes, les étoiles, les comètes, les météorites, les trous noirs. Alors je ne peux pas terminer sur les trous noirs sans vous exposer une théorie qui je pense va vous intéresser, puisqu'un trou noir absorbe tout, même des planètes. Il faut savoir qu'en physique, l'énergie ne se perd pas. Donc ce qui est absorbé d'un côté se retrouve de l'autre. Alors les trous noirs, on sait que ça existe, on les observe, on les photographie. Eh bien, il y a une théorie qui dit que si toute cette énergie est absorbée par le trou noir, elle ressort forcément quelque part. Alors, on pense qu'il y a, à l'opposé de ce trou noir, un trou blanc. Le trou noir et en face le trou blanc, dans lequel rien ne pourrait rentrer. Tout sortirait par ce trou blanc. Et entre les deux, c'est ce qu'on appelle le trou de verre, qui serait donc un raccourci dans l'univers entre un point A et un point B. Oui, je vous entends. Il y en a qui me disent, mais c'est simple,
Envoyons donc dans un trou noir un truc pour voir ce qui s'y passe. On aimerait bien, seulement on ne peut pas attendre plusieurs milliers d'années que cet appareil qu'on enverrait arrive dans ce trou noir. Je vous le rappelle, la distance 4 années-lumière. Ce qui voudrait dire plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années pour envoyer par exemple un vaisseau spatial ou une sonde ou je ne sais quoi. Dernier point à ce sujet. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Interstellar. Il y a une scène absolument extraordinaire et qui n'est pas de la science-fiction. Quelque chose qui est difficile à imaginer pour nos cerveaux qui aimons nous sommes cartésiens, nous sommes mathématiciens. Bon, eh bien imaginez que le temps qui est en train de s'écouler dans cette pièce, chez vous, eh bien le temps est quelque chose qui est compressible et extensible. L'aspiration près d'un trou noir est telle que le temps s'y arrête presque. Si bien que la scène dans ce film où l'on voit ici nos héros arriver dans leurs vaisseaux spatiaux, et puis l'un d'entre eux va tout près d'un trou noir, sur une planète tout près d'un trou noir. Il y reste 3 heures. 3 heures temps terrestre. Eh bien, lorsqu'il revient dans le vaisseau spatial, pour lui, au bout de 3 heures, eh bien, le gars ici qui l'attendait, il hurle, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Alors l'autre lui répond, mais comment ça, pendant tout ce temps? Je suis resté 3 heures. En fait, en voyant à quoi ressemble son camarade, qui a vieilli de 21 ans, il comprend alors que le temps qui s'est écoulé ici, 21 ans, correspond près d'un trou noir uniquement à 3 heures. Oui, le temps est quelque chose qui peut être modifié, compressé au point même d'être arrêté. Ce que vous êtes en train de comprendre durant ce live, c'est que même la notion de temps n'est pas la même dans tout l'univers. Voilà quelques petites notions de ce que l'on peut vous dire concernant cet univers. Alors, dans cette immensité, vous, derrière votre écran, avez-vous des questions? Alors, dans l'espace, peut-il y avoir une solution pour avoir du son même s'il n'y a aucune molécule? Alors, Indiginote nous demande s'il peut y avoir du son dans l'espace. Est-ce qu'on peut obtenir du son? Il précise, même s'il n'y a aucune molécule. Et vous avez donc la réponse dans votre question. Le son, lorsque je tape dans mes mains, je transmets aux molécules de l'air de cette pièce une énergie qui va donc se transmettre jusqu'à vos oreilles en passant de molécules qu'il y a dans l'air, de gaz, jusqu'à vos oreilles. Pas de molécules, pas de transmission de son, pas de transmission d'énergie, donc non. Pareil, eh oui, Star Wars nous fait rêver, mais lorsque l'on entend les vaisseaux spatiaux faire ces bruits-là dans l'espace, j'ai le regret de vous apprendre aujourd'hui que ça n'est pas vrai. Il n'y a effectivement pas de son dans l'espace. Ensuite, que veut dire une planète tellurique? Alors, Indiginote nous demande que veut dire une planète tellurique. C'est très simple. Bonne question, c'est une question de vocabulaire. C'est une planète qu'il y a un sol. On va justement voir dans le système solaire quelles sont les planètes telluriques qui ont un sol, sur lesquelles on peut se poser, poser un vaisseau spatial, et les autres qui sont gazeuses, sur lesquelles on ne pourrait pas tout simplement atterrir. Comment est composé un trou noir? C'est de la matière? Indiginote nous demande comment est composé un trou noir. Est-ce que c'est de la matière? On ne sait pas. On ne sait pas trop. On aimerait bien savoir. On en apprend un petit peu plus chaque jour, mais aujourd'hui, on est incapable de savoir précisément de quoi c'est réellement fait. On sait que des trous noirs peuvent même s'auto-gober en quelque sorte pour en faire d'autres plus importants encore. On ne sait pas si la matière serait écrasée dans ce trou noir. Ça reste des questions qui restent en suspens. Suspense intergalactique. Est-ce qu'il y a des fourmis sur la Lune? Alors, une question drôle, rigolote. Il y a des petits comiques derrière leur écran. Est-ce qu'il y a des fourmis dans la Lune? Alors,
il n'y a pas de vie sur... Alors, voilà, la Lune, c'est quoi? C'est un satellite qui tourne autour de la Terre. Je fais juste une petite parenthèse à travers cette petite question rigolote. N'oubliez pas que s'il y a la Lune, c'est parce qu'il y a très longtemps, une autre planète est venue percuter la Terre, arrachant un morceau de cette Terre, de notre Terre, et les morceaux, au fil des millions d'années, ont fini par se reconstituer et former la Lune. Non, il n'y a ni fourmis, ni mouches, ni moustiques, ni fleurs sur la Lune, parce qu'il n'y a pas de vie sur la Lune. Est-ce qu'une planète pourrait se détacher du système solaire? Est-ce qu'une planète pourrait se détacher du système solaire? Alors, il faut là faire un peu de physique, très simple. Il faut savoir que si les planètes restent aux distances les unes par rapport aux autres en fonction de leur taille, c'est justement parce qu'elles s'exercent des forces en fonction de ces masses. Donc une planète ne peut pas s'échapper du système solaire comme ça, même si les distances ont varié entre les planètes, parce que n'oubliez pas, on tourne dans cette voie lactée, donc ça éloigne légèrement les planètes les unes des autres, mais c'est comme si vous sautiez dans votre chambre en essayant de vous soustraire à l'attraction terrestre et finir un peu comme Superman, vous n'y arriverez pas. La Lune va-t-elle disparaître un jour? Adigino te demande, anxieux, la Lune va-t-elle disparaître un jour? Non. En tout cas, pas avant 4,5 milliards d'années. J'ai une mauvaise nouvelle cet après-midi. On le verra, le Soleil est à la moitié de sa vie. Et donc, tout le système solaire est à la moitié de sa vie. Dans 4,5 milliards d'années, au journal télévisé, on vous dira, c'est la fin du système solaire, le Soleil va mourir, devenir une supernova et dévorer tout le système solaire, et nous avec. Sans transition, je passe au sport. Sur le Soleil, il n'y a pas cette petite explosion et c'est grâce à ça qu'il y a la vie. Est-ce que c'est vrai? Alors, les petites explosions à la surface du Soleil sont-elles responsables de la vie sur Terre? Non. Il n'y a pas un rapport, en tout cas direct, de l'apparition de la vie sur Terre. Ça ne se passe pas comme ça. On ne sait d'ailleurs, je vous en dirai quelques mots dans 15 jours, pas très bien d'où viennent ces molécules qui ont permis la formation des bactéries. Les éruptions que vous voyez, ces flammes, on n'a pas eu trop le temps d'en parler, ces espèces d'éruptions solaires, il faut imaginer que les flammes, qui ne sont pas des flammes, je le répète, font la distance Terre-Lune, c'est-à-dire 350 000 kilomètres. Mais ce n'est évidemment pas suffisant pour venir toucher la Terre. Donc non, les flammes en question, les espèces d'éruptions solaires ne sont pas à l'origine de l'arrivée de la vie sur Terre. La météorite qui a causé la fin des dinosaures n'a pourtant pas causé la mort de tous les êtres vivants, crocodiles, serpents. Comment ça se fait que certaines créatures ont survécu? Alors pourquoi la météorite n'a pas fait disparaître toute la vie? Pas toutes. 95%, c'est déjà pas mal. Hein? Donc quand on dit pas toutes, oui, pas toutes, mais presque toutes. Alors, je vous renvoie également à un live que nous avions fait à ce sujet. N'oubliez pas que ce sont les poussières qui sont liées à l'éclatement de cette météorite, qui ont entouré la Terre d'une espèce de voile, empêchant la lumière d'arriver et donc de faire la photosynthèse pour les végétaux. Pas de végétaux, pas de nourriture pour les herbivores, pas d'herbivores, pas de carnivores, mais il y a des petites bêtes qui se nourrissent de pas grand-chose et qui s'en sont effectivement sortis, fort heureusement, dont les mammifères. Mais attention au vocabulaire que vous pouvez utiliser, 95%, ça reste une extinction de masse. C'était d'ailleurs la 5e extinction de masse dans l'histoire de la Terre. La couche d'ozone va-t-elle disparaître? La couche d'ozone va-t-elle disparaître? Alors la couche d'ozone, j'ai une bonne nouvelle, elle ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce que dans les années 70-80, donc vous étiez trop jeune pour savoir ça, on a pris conscience que des gaz qui étaient contenus dans nos aérosols, vous savez, quand vous vaporisez par exemple votre toilette ou votre cuisine pour que ça sente bon, eh bien il y avait à l'époque un gaz qui détruisait la couche d'ozone. Et puis dans les années 80, on a dit stop à ce gaz, et depuis, sans qu'on en fasse grande publicité, la couche d'ozone est petit à petit en train de se reconstituer. Et donc non, la couche d'ozone, fort heureusement d'ailleurs, ne disparaîtra pas. Si la Terre change de position dans le système solaire, est-ce que la vie existera toujours?
Si la Terre change de position dans le système solaire, est-ce que la vie existera toujours? La vie changera tout simplement. Elle s'adaptera aux nouvelles conditions de température et d'ensoleillement si le changement n'est pas trop brutal. Et là, je fais une petite transition sur le réchauffement climatique que nous vivons actuellement. Vous le savez, toutes et tous derrière votre écran, nous sommes face à un défi considérable. C'est améliorer notre activité pour que justement les conditions sur la seule planète qui est habitable, la nôtre, puissent devenir viables sur une très longue durée. Est-ce que je poursuis? Oui. Je vois que vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. C'est bien, vous êtes en forme. Début d'année 2018, c'est une bonne année, ça. Je le sens bien. Notre système solaire, le voici. J'en reviens à ce que vous disiez. Eh bien, notre système solaire, il est fait de quoi? De 8 étoiles. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, tout ça, c'est tellurique. Ça a un sol. Je peux poser des choses dessus. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Pas de sol. Ce sont des gaz. Dans le programme de seconde, pour ceux qui sont en seconde, vous avez vu pourquoi, en fonction de l'éloignement par rapport au Soleil, eh bien, on a soit des planètes telluriques, soit des planètes gazeuses. Et puis, il y a un truc qui est important. Ici, vous avez une ceinture d'astéroïdes. Tout à l'heure, je vous parlais des météorites. Tous ces météorites là, qui sont entre ces deux planètes-là, eh bien, ont été déviés par cette planète, la plus grosse, et ont été envoyés sur la Terre. Et oui, et ce sont ces météorites, en ayant percuté la Terre, qui ont apporté l'eau qui constitue nos mers et nos océans. En résumé, notre système solaire, les planètes qui constituent notre système solaire, 8 planètes, 4 telluriques, 4 gazeuses. Voilà ce que l'on peut dire sur notre système solaire. Par contre, vous avez à connaître le nom de ces planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et Pluton était quelque part par là-bas, puisque nous en avons parlé tout à l'heure. Alors, ce système solaire, il est fait de planètes qui ont leurs caractéristiques. Je ne vais pas vous les commenter dans le détail, mais ce sont ces caractéristiques-là qui expliquent l'apparition de la vie sur notre planète. Je prends qu'un seul exemple. Il faut que la température moyenne, vous voyez ici, soit telle, vous avez ici par exemple 15 degrés, qu'elle permette effectivement la vie. Quand vous avez Vénus avec des températures à 477 degrés Celsius, inutile de vous dire que ce n'est pas supportable. Rappelez-vous cet été, il faisait 40 degrés, on n'en pouvait plus. Imaginez 10 fois plus chaud. On ne peut pas. Mars est la seule qui serait grosso modo habitable, vous le savez, vous le verrez, de votre vivant. Des êtres humains aller sur Mars, amarcir au lieu d'atterrir. Atterrir sur la Terre, amarcir sur Mars. Peut-être vos enfants, vos petits-enfants partiront cet été en vacances sur Mars contre un petit bifton de quelques centaines de milliers de dollars. Ça n'est pas la fiction. Des billets sont déjà vendus aux États-Unis par des sociétés qui envisagent effectivement de coloniser Mars dans les toutes prochaines années. Donc ici, les caractéristiques de chacune de ces planètes sont très différentes. Mais la seule qui a permis l'apparition de la vie, c'est la nôtre, c'est la Terre. Quand même, quelques mots sur ce soleil qu'on attend régulièrement pour se faire bronzer, pour profiter un petit peu du beau temps. Vous avez ici une représentation du volume. Attention, je ne parle pas du diamètre. On ne va pas faire un cours de maths, mais vous savez que le volume, ce n'est pas le diamètre. Du volume de ce Soleil, de cette étoile par rapport aux autres planètes. Eh bien, notre Terre, elle est là. Eh bien, le Soleil a un volume de 1300 fois plus gros que le volume de notre Terre. Donc, c'est une énorme boule. Essayez de vous souvenir de la taille de notre Soleil parce que je vous présente ici bigger, biggest. Dans l'univers, il y a un autre soleil, une autre étoile que l'on a découvert relativement récemment. La voici, cette étoile. Et puis là, vous avez une petite boule. Éruption solaire, les voici. Ça, c'est une photographie prise par la NASA. Ce n'est pas un dessin,
On a du mal à imaginer une boule comme ça faisant des éruptions qui ont 350 000 km de longueur. Et il faut savoir que la surface, on le devine un peu sur l'image, la surface du Soleil, c'est pas plat, hein. C'est quelque chose qui ressemble plus à un océan. Cette année, les scientifiques ont envisagé un projet qui lancera justement une sonde qui irait jusqu'au Soleil. Vous allez voir très prochainement des images du Soleil et des films comme on ne les a jamais vus. Ces éruptions solaires, je fais une petite précision quand même pour que vous sachiez. C'est pas bon ça, ces éruptions solaires. C'est des bouffées d'ondes qui sont électromagnétiques. Ces bouffées d'ondes sont extrêmement puissantes. Il faudra éviter de se prendre vraiment une bouffée d'onde d'une grosse éruption solaire sur Terre parce que ça déréglerait considérablement tous nos appareils électroniques sur toute la planète. Alors fort heureusement, ça ne s'est pas encore produit. Ça se produit, mais de manière beaucoup moins forte, et vous en connaissez les effets, puisque ces rayonnements parviennent jusqu'à notre Terre ici. Et vous le savez sûrement, le noyau de la Terre, c'est du fer, et quelque chose qui est en fer produit un champ magnétique, un bouclier magnétique qui est représenté ici en violet. Alors, les ondes arrivent comme ça du Soleil, viennent percuter le bouclier magnétique, nous protégeant de ces rayonnements qui sont dangereux, mortels. Et puis une toute petite partie de ces rayonnements s'approche des pôles. Et oui, vous avez ici l'explication des aurores boréales à l'hémisphère nord, des aurores australes à l'hémisphère sud. Vous avez une illustration ici, ce ne sont que les réactions des molécules de l'atmosphère qui réagissent au rayonnement solaire lors de ces éruptions solaires. Il n'y a rien de magique, c'est tout simplement des réactions chimiques. Des soleils, il y en a des bien plus gros que le nôtre. Je vous disais, the biggest, le voici, c'est une étoile. Un soleil donc, qui est 2000 fois plus gros que notre soleil. Vous avez ici ce soleil qu'on appelle Canis Majoris, et vous avez un petit rectangle là, dans ce petit rectangle il y a un petit point, ce petit point, c'est notre soleil. Vous imaginez ces monstres qu'il y a dans l'univers. Et oui, oui, nous ne sommes pas grand-chose, nous sommes perdus comme ça dans le froid intergalactique, ce tourne-hiver, et nous sommes au milieu de cet ensemble qui nous dépasse un peu et qui nous retourne la tête. Alors, vous allez me dire, c'est où ce truc? Eh bien, je l'ai précisé ici, c'est à 5000 années-lumière. Si je remonte dans mon vaisseau, je prends le guidon, parce que c'est un guidon, les vaisseaux spatiaux, enfin j'imagine, je mets le contact, je démarre, eh bien, il faudrait que je reste assis là dans mon vaisseau spatial pendant 5000 ans. À la vitesse de la lumière, à la vitesse de 300 000 km par seconde. On voyage hein, aujourd'hui, cet après-midi. Hein, vous êtes en train de manger quoi? Un Mars, un Bounty, à quoi là? Alors, des questions ou pas? Notre galaxie est composée de quoi? Alors, de quoi est composée notre galaxie? Notre galaxie est composée, comme on vient de le dire, s'il fallait donner une définition, de planètes, d'étoiles, de météorites, de comètes, de trous noirs. Et puis tout un tas d'autres objets. Et d'un point de vue chimique, n'oubliez jamais qu'il y a surtout dans l'univers, l'élément principal, c'est l'hydrogène. Ensuite, les météorites existent-elles toujours? Les météorites existent-elles toujours? Bien sûr. Si vous avez suivi ce qu'on vient de dire, les météorites sont des fragments d'autres planètes. Oui, c'est des planètes qui ont explosé, qui ont été détruites pour X raisons. Et les petits bouts, les grains de poussière de ces planètes se baladent comme ça dans l'espace. Et certaines d'entre elles finissent par être happées, attrapées par l'attraction d'une planète. C'est notre cas. Et ça donne ce que l'on a vu tout à l'heure, des étoiles filantes. Pourquoi on n'a pas la même sensation sur chaque planète? Alors pourquoi a-t-on pas la même sensation sur chaque planète? Déjà, il y a un truc tout bête. Je vais parler de Superman pendant 10 secondes. Pourquoi Superman vole? Alors vous allez me dire, Superman c'est une BD, etc. Pas tout à fait. Si vous vous intéressez à ça, vous verrez qu'en fait, les scientifiques ont même calculé les capacités physiques de Superman. L'idée, c'est quoi, grosso modo? Superman est né sur Krypton, et l'attraction de Krypton était des centaines de fois supérieure à celle de la Terre. Du coup, Superman a acquis une force telle qu'il était capable, en allant sur notre planète où l'attraction était moins forte, de faire des bonds. Oui, si vous vous intéressez à Superman, dans le tout début de cette BD, il ne volait pas, il sautait. Et on s'est même amusé à calculer la hauteur qu'il pouvait sauter. C'était quelques dizaines d'étages. Et c'est pour ça que dans les premières BD,
on voit effectivement Superman attraper des gens, les sauver, etc. Mais il ne volait pas. Tout ça pour dire que et c'est les conditions d'une planète qui vont permettre le développement de telle ou telle vie en fonction de ces critères et notamment de la gravité. Je n'ai pas compris les aurores boréales. Quelqu'un n'a pas compris les aurores boréales. Les aurores boréales dont j'ai parlé là tout à l'heure ne sont que le résultat de réactions chimiques entre les molécules qu'il y a dans l'air. Vous savez que dans notre atmosphère, il y a différents gaz, essentiellement d'ailleurs de l'azote, et puis du dioxygène, puis d'autres gaz. Eh bien, lorsque vous envoyez un rayon sur un gaz, il réagit. Eh bien, il réagit, c'est le cas sous l'effet de ces bouffées électromagnétiques du Soleil, en modifiant la couleur, parce que la réaction chimique peut se traduire par une modification de la couleur, par des couleurs d'ailleurs qui ne sont pas non plus très variées. On est dans le bleu vert, voilà, on est dans ces eaux-là, parfois l'orange, ça dépend de la nature des gaz qu'il y a dans l'atmosphère. En résumé, une aurore boréale n'est que la réaction, l'interaction entre les ondes électromagnétiques du Soleil et puis les gaz qui sont dans notre atmosphère. Sans la couche d'ozone, est-ce qu'on mourrait? Sans la couche d'ozone, est-ce que l'on mourrait? Oui. Dans l'Amérique du Sud, au sud de l'Amérique du Sud, en Patagonie, c'est là où se trouve le plus gros trou dans la couche d'ozone. Au moment où nous parlons, les enfants qui habitent dans ces zones-là ne peuvent pas aller en récréation. S'ils le font, ils sont obligés de s'habiller avec des bonnets, des lunettes de soleil. Il faut qu'il n'y ait pas 1 centimètre carré de peau qui dépasse. Parce que justement, l'ozone va permettre de contrer les ultraviolets du soleil. Donc oui, sans couche d'ozone, nous serions morts. Pas d'autres questions? Eh bien, c'est le moment pour nous de conclure, puisque la planète est une planète vivante. Cette planète dont nous venons parler a une particularité, elle est vivante. Elle est parfois vivante au point de faire des séismes dont vous connaissez tous les effets. Oui, parce que ça bouge. Une planète vivante, quelque chose de vivant, c'est que ça bouge. C'est capable de faire des séismes. C'est capable de se déplacer. Nous avons déjà fait un live et nous vous en reparlerons très prochainement avant la fin de l'année sur la tectonique des plaques. J'en dis pas plus ici. La dorsale océanique, la subduction, la collision. Oui, tout ça bouge, tout simplement parce que nous sommes une planète qui est chaude. C'est capable de faire des volcans. Là aussi, c'est une partie du programme que vous faites probablement en 4e, dont nous reparlerons. Et c'est sur cette planète que s'est développé l'homme. Je vous en reparlerai dans 15 jours, le 31 janvier à 15 h. Et c'était il y a 7 millions d'années. Et c'est aussi la raison pour laquelle on s'intéresse à d'autres planètes de notre système solaire, puisque Mars est la prochaine étape qui est prévue dans notre conquête spatiale. Et du coup, c'est la raison pour laquelle les scientifiques s'intéressent à cet énorme projet. Eh bien, c'est le moment pour nous de vous remercier, toute l'équipe ici présente qui a bossé, tous ceux qui cette semaine ont bossé également sur ce live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Envoyez vos questions, balancez-les, on y répondra du mieux possible. Et puis on va laisser le dernier mot à Groot qui va vous souhaiter sûrement Au revoir. Et puis, à bientôt sur Digi School.